Bien maintenant, donc, on a vu quelques généralités sur le transport des semi-conducteurs. Maintenant, on va s'intéresser donc à l'injection de porteurs dans le semi-conducteur quand on expose ce semi-conducteur à la lumière. Alors, les effets de la lumière, donc nous avons pour les applications photovoltaïques, donc on a étudié les propriétés de transport des gaz, d'électrons et de trous, qui sont considérés comme indépendants en fait. Et donc, maintenant on va s'intéresser à l'interaction entre un photon solaire dans le cas des applications photovoltaïques, et le matériau semi-conducteur. En fait, deux types d'interactions peuvent intervenir. La première, c'est celle dont on a parlé, c'est l'absorption optique. C'est-à-dire qu'un photon solaire, par exemple, est absorbé, c'est-à-dire disparaît dans le semi-conducteur par l'excitation d'un électron, donc de la bande de valence dans la bande de conduction. Donc c'est la création de la paire électron-trou. C'est ce qu'on veut, hein, convertir un photon en porteur de charge, donc paire électron-trou. Ça, c'est l'absorption optique. Donc le procédé contraire ou inverse, eh bien, c'est la recombinaison, c'est-à-dire qu'une paire électron-trou qui a été créée précédemment, en fait, se recombine et redonne de l'énergie. Cette recombinaison peut éventuellement donner lieu à une émission de lumière, ce qu'on appelle la recombinaison radiative. Donc, absorption, c'est production d'une paire électron-trou. Recombinaison radiative, eh bien, c'est annihilation de cette paire électron-trou par création de lumière, c'est-à-dire que le processus inverse. Pourquoi la recombinaison existe? Ça, c'est facile à comprendre expérimentalement. Lors de l'exposition à la lumière d'un semi-conducteur, donc le nombre de porteurs croît, et donc, comme on l'a vu, la conductivité croît, puisqu'elle dépend donc du nombre de porteurs. Et ce phénomène, donc l'augmentation de la conductivité dans le cadre d'une exposition à la lumière, c'est ce qu'on appelle la photoconductivité. Alors, supposons qu'on expose un semi-conducteur à de la lumière solaire de manière continue, on voit que le nombre de paires électrons-trous créés va augmenter indéfiniment, et donc normalement la conductivité devra augmenter indéfiniment par exposition du semi-conducteur à la lumière solaire. Bon, bien sûr, ce n'est pas observé expérimentalement, donc si la photoconductivité n'augmente pas indéfiniment durant l'exposition de la lumière, eh bien c'est que les porteurs se recombinent. Et donc la recombinaison, c'est le facteur limitant, donc la destruction des paires électrons-trous, qui est le facteur limitant à la croissance perpétuelle, si on veut dire, de la photoconductivité. Donc ça, c'est une mise en évidence de la recombinaison. Alors, on a parlé de l'exposition d'un semi-conducteur à la lumière. D'autres phénomènes sont possibles. On peut aussi l'exposer à un champ électrique, à un flux d'ions, etc. Nous, on s'intéressera aux effets d'interaction avec la lumière, mais d'autres effets sont possibles, évidemment. Quelques mots sur les processus de recombinaison, parce que c'est quelque chose de très important dans les applications photovoltaïques. C'est le facteur limitant des applications photovoltaïques. Donc on a parlé de l'émission radiative, c'est-à-dire c'est la recombinaison directe. Donc on a créé une paire électron-trou par absorption d'un photon solaire, par exemple. Eh bien, la paire électron-trou se recombine, processus inverse, et produit un photon, c'est émission radiative. On a absorbé de la lumière et à la fin, on recrée de la lumière. Alors, d'autres phénomènes sont possibles, en particulier ce qu'on appelle la recombinaison type Auger. Et dans ce processus recombinaison Auger, un électron effectivement qui a été créé, donc dans la bande de conduction, retombe dans la bande de valence, mais l'énergie correspondante, au lieu de produire un photon lumineux, en fait, elle est cédée à un autre électron de la bande de conduction et qui donc monte en énergie dans la bande de conduction. C'est le schéma petit b. Petit a, émission radiative, petit b, énergie donc qui est transférée à un électron de la bande de conduction. Alors, un autre procédé de recombinaison qui est très important dans les applications pratiques, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de Shockley-Read-Hall. Alors, qu'est-ce que c'est ce mécanisme? C'est qu'on verra par la suite que la présence d'impuretés dans un semi-conducteur s'accompagne de la création d'états dans la bande interdite. La bande interdite, il n'y a aucun état possible pour un semi-conducteur cristallin parfait. Dans le cas d'un semi-conducteur imparfait, c'est-à-dire dans lequel il y a des impuretés, on verra qu'il y a des niveaux possibles d'énergie dans la bande interdite. Et donc, la recombinaison peut dans ce cas se faire en deux temps. Donc, l'électron de la bande de conduction va peupler cet état d'énergie dans la bande interdite. Et ensuite, dans un deuxième temps, cet état retombe dans la bande de valence.
La recombinaison se fait en deux fois, hein. C'est-à-dire que soit un trou monte dans la bande interdite ou l'électron redescend dans la bande de valence, c'est strictement équivalent. C'est ça le mécanisme de Shockley-Reed-Hall. Alors pourquoi il est important? Parce que vous voyez que la différence d'énergie est moins grande. Au lieu que la différence d'énergie soit la bande interdite, finalement, le gap, eh bien, ici, comme le processus se fait en deux temps, les écarts d'énergie entre le bord de bande de conduction et ce niveau interdit, puis entre ce niveau interdit et la bande de valence, ces deux différences d'énergie sont moins grandes que la bande interdite, et donc la probabilité en fait de transition est plus grande, puisqu'on a des lois de Boltzmann, en fait, tout ça se traduit par des lois de Boltzmann en E puissance moins delta E sur kT, donc comme delta E est plus petit, la probabilité du mécanisme est plus grande. Alors, si on regarde le cas du germanium, par exemple, le temps de recombinaison normalement dans un germanium parfait, cristallin parfait, c'est de l'ordre de 1 seconde. Et ça, personne n'a jamais observé ça. Au mieux, dans le germanium cristallin le plus pur, le temps mesuré, le temps de recombinaison, c'est de l'ordre de la milliseconde, 1000 fois plus petit. Et ça, c'est lié au fait qu'il n'existe pas de germanium cristallin parfait. Il y a toujours des impuretés, même avec les procédés les plus sophistiqués. Par exemple, on montre que dans le cas du germanium, dans le cas de la présence de cuivre dans le germanium, 10-7, vous voyez, 10-7 atomes de cuivre, ça réduit donc le temps de recombinaison de plusieurs ordres de grandeur. Donc on voit que la moindre impureté va entraîner des processus de recombinaison par le mécanisme de Shockley-Reed-Hall, qui va être donc le procédé dominant à cause de la présence d'états qui sont dans la bande interdite. Bien, alors maintenant, si vous voulez vous persuader ou vous convaincre de l'existence de ces états d'énergie possible dans la bande interdite, je vous invite donc à vous reporter à l'annexe 1 qui met en évidence cet état de manière optique directe, alors finalement pas dans le cas du silicium, puisque le silicium cristallin a une bande interdite dans l'infrarouge et que l'œil humain n'est pas sensible à l'infrarouge, mais j'ai pris le cas du carbone diamant, comme il a une bande interdite beaucoup plus grande, en fait, on a des effets qui peuvent être sensibles à l'œil humain. Donc, si vous voulez en détail, voir un peu en détail la présence de niveaux dans cette bande interdite et leur origine, je vous invite à vous reporter à l'annexe 1. Une autre cause de recombinaison qui est très importante dans les applications pratiques. On a vu donc le cas des impuretés. Maintenant, on va s'intéresser à la surface. Donc, il n'existe pas de solide sans surface, quoi. Il faut bien que le solide parfait s'arrête. Donc, la surface, c'est par définition, je dirais, une impureté. Puisque, comme le réseau s'arrête à la surface, donc le réseau périodique cristallin s'interrompt à la surface, il risque d'avoir des liaisons chimiques du silicium, par exemple, qui ne sont pas satisfaites. C'est ce qu'on appelle les liaisons pendantes. La matrice de silicium peut effectivement se reconstruire près de la surface, mais donc, par définition, la surface, c'est une brisure du réseau périodique. Ce qui s'accompagne donc d'états d'énergie, qui peut s'accompagner donc de la présence d'états d'énergie dans la bande interdite, qui sont donc localisés spatialement, puisqu'ils sont à la surface. Et on verra par la suite que ces états de surface peuvent être des centres recombinants très efficaces, comme un peu les impuretés, hein, et donc ce qui nécessite dans les applications donc de passiver la surface pour éviter, passiver la surface, ça veut dire éviter la présence de défauts à la surface, comme des liaisons pendantes, etc. Donc ça c'était pour cette première partie de ce cours, de ce deuxième chapitre. On a fait une petite revue des propriétés de transport. Maintenant, si vous voulez avoir plus en détail la présentation des notions de longueur de diffusion, de temps de vie et de l'injection des porteurs par la lumière, donc je vous invite à vous reporter à l'annexe 2 qui détaille ces notions. Je vous remercie.